Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. On fait le tour de l'actu locale et nationale avec un invité pendant 30 minutes, comme tous les dimanches. Et ce soir, je reçois Jean-Michel Fourgousse, le maire Les Républicains d'Elancourt. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Jean-Michel Fourgousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né en 1953, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Et je le disais, vous êtes maire d'Elancourt depuis 1996, c'est donc votre 4e mandat à la tête de cette commune. Vous êtes également 2e vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, chargé du développement économique, des finances et de l'enseignement. Vous êtes aussi conseiller départemental du canton de Trappes depuis l'année dernière. Auparavant, vous avez été député de la 11e circonscription des Yvelines, c'était entre 93 et 97, puis entre 2002 et 2012. Avec vous, nous parlerons éducation en cette rentrée 2016, mais aussi des travaux que vous engagez dans votre ville, d'économie et évidemment de la prochaine primaire de la droite et du centre, ainsi que de l'élection présidentielle de 2017. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors depuis la rentrée de septembre, il y a quelques jours, il y a une unité d'enseignement maternel autisme qui a été créée dans votre ville. C'est une première dans le département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet a vu le jour et pourquoi ? Parce que, d'abord, l'autisme, moi j'y suis assez sensible. D'abord, je suis docteur en psychologie, j'ai fait des études un peu dans ce sens-là. Et évidemment, dès qu'à Elancourt, le modèle scolaire, en fait, a été très compétitif et connu comme tel et reconnu comme tel en France, bien sûr, beaucoup de questions se concentrent sur une ville comme ici, où on peut lancer de nouvelles expériences. À partir du moment où l'équipe pédagogique et l'école et tout le support, bien sûr, numérique, permet de nouvelles approches pédagogiques, bien sûr, on est tenté, et c'est l'Éducation nationale qui a dit, bon, on tente une expérience sur entre guillemets, le laboratoire d'Elancourt, comme souvent ils l'appellent, pour essayer d'aller plus loin, notamment sur l'autisme, où il y a quand même, on est en difficulté, tous les parents qui vivent cette situation, bien sûr, sont très demandeurs de nouvelles approches. Donc on teste une nouvelle approche à partir du modèle pédagogique très innovant qu'on a à Elancourt. Justement, donc grâce à cette école numérique, vous venez de le dire, c'est un laboratoire, vous êtes à une ville phare que l'on regarde beaucoup dans ce sens. Ces espaces pédagogiques, ils servent à quoi ? Comment est-ce que ça peut aider encore plus les enfants à aller vers le mieux ? Il est certain que l'innovation pédagogique que permet le numérique, que permet ces nouveaux outils, les robots, vous programmez des robots avec votre tablette, vous avez un tableau numérique, vous pouvez communiquer avec les États-Unis, vous avez vraiment tout à fait, j'aurais rêvé d'ailleurs moi de cela dit d'avoir une école comme ça pour apprendre, bien sûr. Vous avez beaucoup plus de plaisir à apprendre et puis vous avez moins peur. Les autistes ont quand même une relation très, très anxiogène avec les autres, alors qu'avec ce type d'outils, voilà, il n'y a pas cette peur, il n'y a pas cette anxiété, et en fait, donc, il y a une appropriation beaucoup plus rapide par les autistes. Donc, et là, en plus, ils sont heureux, ils voient des images, ils voient des sons, ils peuvent communiquer sans avoir la peur du jugement de l'autre, la peur du regard de l'autre, en fait. C'est ce que permettent, bien sûr, ces outils de ce laboratoire pédagogique que représente Elancourt aujourd'hui. En dehors des autistes, tous les élèves doivent, d'après vous, s'approprier ce numérique maintenant ? Vous n'avez pas le choix. Enfin, est-ce qu'il y a encore un Français qui a des responsabilités, qui peut penser que le numérique, demain, on va arrêter le numérique. Le numérique, c'est un tsunami. Nous, déjà, on le vit, mais regardez nos enfants, l'appropriation, la rapidité d'appropriation. Demain, mais à ce moment-là, dans votre voiture, vous voulez que je démonte tout ce qu'il y a de numérique, dans votre télévision, chez vous, dans votre cuisine, enfin, tout, et demain, ça va être multiplié par 10. Donc, nous, on forme nos enfants qui vont sortir sur le marché du travail dans 10 ans, pas tout de suite. Donc, ceux qui sortent d'Elancourt, ils ont une culture numérique très supérieure à la moyenne nationale, et je peux vous dire, ils s'en plaignent pas. Vous pensez que ce sera après aussi positif pour leur recherche d'emploi, pour leur intégration Aujourd'hui, dans un job, ce sera encore pire demain. On vous demande bien sûr votre niveau scolaire, hein, quand même, votre niveau d'anglais et votre niveau de culture numérique. Parce qu'aujourd'hui, un technicien qui est très à l'aise avec les moteurs de recherche, il peut être plus performant qu'un ingénieur dans une usine qui ne l'est pas. Donc il faut bien voir qu'aujourd'hui, voilà, il y a une refonte complètement de la pédagogie, de l'apprentissage, même de l'accès à la connaissance. Et je ne vous parle pas à Bogota, en Afrique, nos initiatives aussi sont connues. On élargit, on donne accès à la connaissance, et donc après au savoir-faire aussi, hein, à tous les enfants du monde avec ça. C'est une vraie révolution, plus que tout ce qu'on a pu essayer pour aider tous les pays qui étaient en situation de difficulté, bien sûr. Toujours sur le thème pédagogique, votre ville fait aussi partie de ces villes de l'agglo qui ouvrent leurs écoles aux enfants de moins de 3 ans.
C'est petit quand même, moins de 3 ans. Alors je vais vous dire une chose, il y a une grande expérience, il y a aussi un laboratoire, c'est pas Elancourt, c'est la France depuis 4 ans qui subit une expérience qui est du jamais vue. Depuis 1945, la France n'a jamais eu un gouvernement aussi coupé des réalités économiques. Enfin bon, c'est hors sol, ce qu'on vous sort tous les jours, sur les nouveaux impôts, sur les nouvelles charges, sur les nouvelles réglementations. Bon. Et donc très vite, quand on a vu, quand ils s'en sont pris, notamment bien sûr au budget des communes, on a une baisse de 20% des budgets des communes de France, pas seulement d'Elancourt, sur le mandat. Vous m'auriez dit ça, je vous aurais dit que c'était pas possible. Même M. Hollande ne pouvait pas faire. C'est fait. Et deuxièmement, maintenant ils attaquent les conseils départementaux. On l'a vu sur le conseil départemental des Yvelines, qui quand même, je vous rappelle, finance. Vous m'auriez dit un jour que un gouvernement socialiste allait attaquer les aides sociales, parce que le conseil départemental, c'est le RSA, c'est les aides pour nos personnes âgées, pour les handicapés, pour les crèches. Et le social, enfin tout le social qu'attaqué, ils prennent 200 millions d'un coup sur le conseil départemental des îles. C'est vrai que vous m'auriez dit ça aussi, je ne l'aurais pas cru, je l'ai vu, et évidemment on a des effets, on a dû fermer une crèche, nous, et en cours, moi je me suis battu depuis que je suis ici, j'ai doublé le nombre de places de crèche, mais vous m'auriez dit qu'un jour je serais obligé de fermer une crèche, mais j'en aurais été malade, je vous aurais dit que c'était pas possible, si, je le vois, et devant cela, quand on en est réduit à subir ça, effectivement, on a du coup ouvert ce qu'on appelle une classe passerelle, c'est-à-dire avant 3 ans, on donne accès à l'école, mais on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas eu cette fermeture. Vous voyez, c'est pour essayer de compenser ce drame. Et alors, avec le peu de finances qui vous reste, d'après ce que vous dites, il faut encore vous mettiez en place ces rythmes scolaires que vous sentez imposés par le gouvernement. Bon, alors là, vous êtes vent debout contre cette réforme. Vous me posez toutes les questions qui fâchent, là. Alors, les rythmes scolaires, c'est du blabla, ça. Les rythmes scolaires, c'est... Vous savez, moi, j'étais ingénieur de recherche de l'éducation nationale. Bon, j'ai écrit des bouquins sur l'organisation et sur la pédagogie. Les rythmes scolaires, c'est absolument pas cette réforme. Les rythmes scolaires, c'est vous devez diminuer le nombre d'heures de cours par jour. C'est pas le cas. Vous devez modifier, vous devez avoir 2 coupures par semaine, une le mercredi et une le samedi. Et une le dimanche, pardon. C'est pas le cas. Et vous devez élargir les mois de cours sur l'année. C'est pas le cas non plus. Donc les 3 éléments qui auraient été une réforme de la ce n'est absolument pas cela. C'est un montage, c'est une illusion cette réforme, et en plus ça coûte 2 milliards. Regardez, à Trappes par exemple, c'était assez marrant, c'était le ministre de l'Éducation nationale qui avait lancé ça, M. Hamon. À Trappes, ça devait être gratuit, c'est payant. Vous n'arrivez pas à manager les animateurs, à les fidéliser. Donc vous pouvez voir le turnover, un enfant n'a surtout pas besoin de turnover dans une pédagogie. Dans les équipes pédagogiques qui s'entendent pas très bien entre les profs et les animateurs. Alors tout le monde essaye de faire le mieux possible, mais c'est pas professionnel tout ça. Donc je pense que cette réforme, il faut l'arrêter, et il faut par contre développer un accompagnement le soir au devoir. L'école, elle est faite pour apprendre, elle est pas faite pour s'amuser ou pour... Voilà, il faut rester dans... Ce que demandent nos parents, c'est d'améliorer les résultats scolaires des élèves. Pas ce genre de jeu où on se retrouve avec des équipes qu'on n'arrive pas à stabiliser, n'arrive pas à manager, on n'arrive pas à les faire s'entendre, avoir les mêmes méthodes que les profs. Et c'est les profs. Les profs, ils ont leurs défauts certainement, mais ils ont des qualités énormes. Ils sont globalement bons en France, faut pas exagérer. Laissons-les, c'est eux qui sont les maîtres. C'est eux qui sont le centre de la pédagogie. On ne doit pas interférer avec des animateurs très sympathiques au demeurant, mais ils n'ont pas la même formation, la même expérience. Donc redonnons le pouvoir aux profs et gardons ces équipes pédagogiques. Voilà, et les rythmes scolaires, il faut les arrêter. Par contre, faire un produit qui est plus adapté à l'objectif d'améliorer les résultats scolaires des Français. Je vous rappelle qu'on est 25e à PISA, 35e à Shanghai Université. Il y a intérêt quand même à se bouger les fesses et à prendre des vraies mesures. Regardons ce que font les autres. Voilà. Je peux vous dire, les rythmes scolaires, c'est unique. Enfin, cette réforme est unique dans le monde. On va passer à un autre sujet de l'agglo qui va aussi, j'ai l'impression, vous fâcher. L'hebdo politique. Alors, vous avez connu qu'il y a quelques jours un conseil communautaire mouvementé à cause du projet Gare Bécane. La maire de la Verrière, Nelly Dutu, on le rappelle rapidement, accuse l'agglomération, et notamment vous, puisque vous êtes son vice-président, de bloquer ce projet d'aménagement d'un nouveau quartier. On compte 1800 logements, si je ne me trompe pas. Elle a donc annoncé son intention de faire appel directement à l'État pour que ce projet se fasse vraiment, dit-elle, puisque l'agglomération le bloque.
Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ce projet se fasse? Mais d'abord parce que moi j'interroge les gens, je suis aussi conseiller départemental de la Verrière, bon, je vois les gens qui me parlent, qui m'écrivent, qui me téléphonent, personne a demandé un projet d'hyper-urbanisation à la Verrière. À la Verrière, sur 200 hectares, ils ont mis 6000 personnes. Bon, très bien, et c'est pas non plus l'exemple de réussite type, la Verrière, dans les Yvelines, c'est ceux qui ont la plus mauvaise note en gestion, il y a 72% de logements sociaux, aujourd'hui c'est très mal managé, il y a une communautarisation qui est difficile à gérer, bon. Et ils veulent remettre 6000 personnes, donc doubler la population, enfin une ville qui veut doubler sa population en ce moment, bon. Et ils veulent le faire, non pas sur 200 hectares comme avant, non, ils veulent le faire sur 40 hectares. Vous imaginez le niveau de concentration d'urbanisme. Vous savez que l'insécurité est corrélée avec le niveau de concentration d'urbanisme. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous croyez que toutes les villes environnantes ont envie de voir la gestion de la Verrière telle qu'il est, les résultats que l'on a, les problèmes que l'on a? Écoutez, puis il y a des besoins de logement quand même. Puis il y a aussi quelque chose qui pose un problème. Qu'est-ce que c'est où est l'État quand dans une ville on enlève le drapeau français pendant plusieurs années? C'est moi qui l'ai fait remettre avec un de mes collègues. Quand on n'a pas mis liberté, égalité, fraternité parce qu'on n'est pas républicain, parce que on est défavorable aux valeurs républicaines. On met comme citoyen d'honneur un terroriste international connu. Non mais est-ce que cette équipe se rend compte? Comment voulez-vous demain aller vendre un projet de 1800 logements? Mais quelle est la ville de cette dimension qui lance demain un projet? Voilà. Donc il y a un problème. Votre problème, on veut de la qualité de service, on veut de la qualité de vie, c'est ce que nous disent les Verriérois. Ils veulent des petites maisons, ils veulent bien un projet de 600-800 maisons avec quelques logements, mais à l'esprit du village de la Verrière, à l'esprit de ce que souhaitent les Verriérois, mais pas un truc massif, et pour des raisons un peu obscures, parce que de vous à moi, qu'est-ce que c'est que ce projet qui arrive, géré par le Parti communiste au départ, entériné un peu par la Casquille, certes, mais attendez, est-ce que tout ça correspond bien à l'intérêt de Saint-Quentin en Yvelines? Saint-Quentin en Yvelines, c'est une agglomération exemplaire. Il faut la garder exemplaire, et on veut des logements qui correspondent. Quand même. Oui, mais on veut des logements qui correspondent aux attentes des populations qui viennent sur Saint-Quentin. Alors le problème que nos collègues communistes, ils ont une tendance, comme on dit, clientéliste. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ce projet? Est-ce que c'est bien en rapport avec l'identité de Saint-Quentin, ou est-ce que c'est un nouveau truc où les communistes vont faire revenir leur population à eux, leurs critères? Bon, voilà, c'est l'intérêt général. Si l'intérêt général est bien défendu, si l'intérêt des Verriérois, et si on tient compte de l'impact sur les autres communes, parce que je peux vous dire, voir une ville comme ça qui est déjà à problème, demain se démultiplier par 2 ou par 3, parce que en général, quand vous faites la somme, quand vous doublez la population, vous doublez les problèmes. Et là, à mon avis, c'est pas doublé, c'est même au-delà. Donc, on craint, beaucoup de gens m'avertissent des craintes qu'ils ont, et ils souhaitent que l'on revienne à un projet qualitatif et pas un projet de sururbanisation, bétonnage inhumain. Il n'en est pas question, et voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a une explication entre, d'un côté, des élus qui sont sensibles à la qualité de vie, et d'autres qui sont, à mon avis, on se demande d'ailleurs quelles sont exactement leurs motivations, pour tout vous dire. On le demandera à Madame Dutu, qui va passer évidemment à ce micro un peu plus tard. Un autre projet urbain qui est attendu à Elancourt, c'est le chantier du foyer de travailleurs migrants, qui date des années 70. Il a connu, je crois, récemment un incendie. C'est une des raisons pour lesquelles il est refait. Il va être détruit, puis reconstruit. Tout ça pour 2018. On comprend pourquoi vous engagez un tel chantier. C'est aussi, vous parliez des finances, beaucoup d'argent. C'est nécessaire? Vous savez, la qualité de vie, tout le monde a le droit à la qualité de vie, quelles que soient vos origines, quelle soit votre condition, quelle que soit, voilà. Et à Elancourt, et comme à la Verrière, il faut que toutes les bourses, tous les niveaux socio-culturels et économiques puissent avoir de la rénovation, avoir des choses de qualité. Bien sûr que ce foyer, il est plus aux normes de qualité, il faut le mettre aux normes de qualité. Voilà, moi, c'est la seule motivation que nous avons. Donc on va faire des chambres un tout petit peu plus confortables, un petit peu plus grandes, un peu plus de qualité. Voilà, et je pense que c'est normal, tout le monde on doit faire un effort sur toutes les catégories de population. Je fais un raccourci là, mais par rapport à l'accueil de ces personnes, j'avais il y a quelques jours le maire de Morpas à ce micro qui me parlait de l'accueil des migrants qu'il avait dû faire, imposé, dit-il, par la préfecture avant l'été. Si ça se passait, comment vous voyez cette situation? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que c'est compliqué à mettre en place? Comment vous voyez en tant qu'élu la situation qui est en train d'arriver en France, ou même qui est installée en France et qui fait peur aux gens? Il n'y a pas qu'en France, vous avez vu le référendum en Hongrie, vous avez vu ce qui est arrivé à Mme Merkel, vous avez vu le Brexit qui s'est transformé en sondage. Sauf qu'en France, là maintenant, quand même, on a l'immigration. Enfin,
On ne va pas se cacher les choses. La France a un problème aujourd'hui, bien sûr, avec l'immigration, dans la mesure où c'est pas une immigration choisie. Hein. Il faut revenir. Si c'est imposé, moi, si je vous impose quelque chose, vous allez plus mal le vivre que si on le choisit ensemble. Hein. Bon, en management. Bon, de toute façon, il y a ce problème. Donc, il faut le résoudre. Moi, c'est pas à mon niveau. Pour l'instant, en tout cas, hein, si un jour j'ai un mandat national, écoutez, je participerai, bien sûr. Mais là, au niveau d'Elancourt, de Maurepas et de mes collègues qui m'en parlent, oui, bien sûr, la population est défavorable, franchement défavorable. Nous, il faut qu'on les gère. Parce qu'il faut aussi que toutes ces populations s'acceptent, il faut les faire vivre ensemble. Après, c'est facile de prendre une disposition comme ça, vous voyez, pour briller dans les accords internationaux, hein, comme quelquefois certains présidents, sans les nommer, le font. Il s'agit d'être dans la réalité. Donc, comment on fait? Tous les structures d'abri de ce type sont toutes saturées, de déclencher, voilà, moi je veux bien, mais on fait comment? En plus, avec quel argent? On a 80 milliards de déficit budgétaire, on a 2200 milliards de dettes, on a aujourd'hui les comptes, en plus on sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux, le taux de croissance est faux, paraît-il, le niveau de dette est faux, le niveau de déficit est faux, enfin, on craint demain qu'on nous prenne encore de l'argent à nouveau sur nos budgets, et on nous dit en même temps, allez, on vous rajoute les rythmes scolaires, on vous rajoute ci, on vous rajoute des nouveaux migrants. C'est vrai que c'est très insécurisant quand vous êtes un décideur public local comme nous sommes. On est très inquiet, oui. Et on n'est pas, bien sûr, on n'est pas favorable. Aucun élu, sauf un idéologue de service, ça existe en France, je sais. Voilà, nous on est dans la réalité de nos électeurs, de nos administrés. Bien sûr qu'il y a un vent de refus de cette mesure, vous le savez tous très bien. Et dans la réalité aussi de votre quotidien de vos administrés, il y a les étrangers, ils vivent avec eux. Je ne parle pas des migrants là, je parle vraiment des étrangers. Est-ce que vous comptez à un moment mettre en place, ou est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'ils s'intègrent encore plus, par exemple en votant aux élections locales ? Oh, écoutez, ça c'est l'obsession de M. Hamon, qui est bien sûr le député de la 11e actuellement. Voilà, vous savez, le Parti socialiste, c'est exceptionnel dans la France, je crois, que 93% des musulmans aient pu voter pour le Parti socialiste. On n'a jamais vu une variable comme ça qui montait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont donné aux musulmans en échange? Parce que franchement, obtenir 93% de vote d'une catégorie de la population, on n'a jamais vu ça. Enfin, c'est comme des femmes. Si demain, moi, il y a 93% des femmes qui votent pour moi, vous allez dire, Monsieur Fourgousse, qu'est-ce que vous leur avez donné? C'est pas possible. Bon, 93, c'est un achat de vote 55, musulman, c'est ça que vous dites? Bah écoutez, moi politique, je ne sais pas. Moi je ne sais pas, mais là, et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui a rendu service aux musulmans qui aujourd'hui vivent une situation qui est pas facile. Hein. Vous savez, bon, il y a les modérés, il y a les radicaux, bien sûr, faut pas les mélanger. Mais c'est difficile pour eux et tout le monde essaye d'intégrer tout le monde. Mais de toute façon, déjà commençons à intégrer les gens qui sont déjà voilà, qui vivent en France, qui ont déjà une origine française, leurs enfants dans les écoles, voilà. Commençons déjà avant de... Vous savez, il y a un maximum de 10% à 10 à 20%, selon un peu les catégories, qui peuvent être absorbés, hein, comme de gens qui viennent avec une autre culture. Mais pas plus. Si vous allez au-delà, vous déstabilisez tout le système, ça ne sert à rien. En tout cas, on est tous prêts à faire des efforts, bien sûr, avec nos amis musulmans, mais voilà, il faut aussi qu'il y ait des règles plus claires. Je crois que le prochain gouvernement, il faut mettre des règles claires. Vous savez, on ne respecte pas les gens qui n'ont pas des règles claires, qui vous font de la démagogie, qui font de la séduction. Demain, on veut des vraies décisions, un parler vrai. Oui, à partir voilà, on dit la vérité sur les choses, et on arrête de jouer avec les gens. La classe politique française, notamment une certaine, celle qui est au pouvoir aujourd'hui, à mon avis, a envoyé un message je dirais, de manque de clarté, de jeu, de manipulation, et je pense que ça, il faut rompre demain, la prochaine majorité doit rompre avec toute manipulation, toute démagogie, et mettre du parler vrai, mettre des gens compétents qui ont fait leurs résultats sur le terrain, et qu'on arrête avec ces intellos, ces jeux de manipulation où on joue à 3 bandes, là, vous savez, au billard. La France mérite mieux que cela. Elle mérite des entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est eux qui font manger le pays. Hein, c'est pas moi, Maire d'Elancourt, qui fait manger le pays. Moi, je redistribue, c'est tout. Mais je produis pas. Donc, respectons d'abord les producteurs de richesse. On a besoin qu'ils reviennent, que les investissements reviennent, qu'on augmente la croissance. On a 0,5 de croissance depuis 4 ans. C'est une catastrophe. Il faut 2 points à 3 points pour faire manger le pays et pour le redresser. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ce savoir-faire-là qu'il faut. Justement, on va parler de l'actu nationale et de la croissance. L'hebdo politique. Alors, vous avez remis en juin dernier, Jean-Michel Fourgousse, un livre blanc sur la croissance à Nicolas Sarkozy, si je ne me trompe pas, où vous recensez avec 150 autres parlementaires 20 propositions pour relancer l'économie française. On ne va pas tous les détailler, mais puisque vous avez commencé à en parler, les 2-3 urgences pour vous, c'est quoi ? Mais d'abord, c'est changer de culture dirigeante. J'ai été fonctionnaire. National, vous voulez dire, au niveau national. Gouvernement. Mais il n'est pas possible
que demain, on continue à abandonner tout le processus décisionnel de la France uniquement par des gens formés dans une école de fonctionnaires. C'est impossible. Il en faut des mais bien sûr, il faut de la société civile, il faut du monde de l'entreprise, c'est eux. Il faut Emmanuel Macron. Écoutez, vous savez pourquoi pas Emmanuel Macron? Moi, j'ai pas ce réflexe forcément gauche-droite. Vous savez, bon, moi, je veux des gens qui ont fait des preuves, qui ont créé des emplois marchands, parce que créer des emplois publics, ça, vous savez, c'est facile. Moi, je peux vous créer demain 100 emplois publics, j'augmente les impôts ou la dette, mais c'est pas la solution. On le sait. C'est le problème de la France, c'est qu'ils augmentent plus les dépenses publiques que le PIB. Donc, il faut arrêter ça. Il faut aujourd'hui inverser et augmenter la production de richesse, donc avec des gens qui ont créé des emplois ou qui ont créé du chiffre d'affaires ou qui ont exporté. Combien de gens actuellement au gouvernement ont produit un emploi marchand? Lesquels ont exporté lesquels? Mais vous vous rendez compte, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un pays qui abandonne la formation de sa classe de dirigeante, je vous dis, dans une école de fonction, c'est unique au monde. Donc il faut remettre un équilibre, il faut que toutes les catégories de la société soient représentées, et notamment qu'on donne les postes à faire des lois. Moi, j'ai vu à l'Assemblée nationale des gens qui venaient faire des lois, des députés, qui n'avaient jamais dirigé des hommes. Alors vous, c'est le discours complètement idéologique, complètement affectif. C'est pas possible. La mondialisation, c'est quelque chose, c'est du réel, c'est pas l'histoire de Bambi. Donc il faut mettre des gens qui ont l'expérience de cela. Et eux, je peux vous dire, ce pays regorge de talents, regorge d'atouts. Mais le tout, c'est de les mettre avec des gens qui comprennent le facteur humain, comprennent le facteur technique, comprennent le facteur financier. Il y a un déficit de culture économique. Écoutez, j'ai vu que M. Hamon, excusez-moi, mais vient de sortir une proposition. La dernière proposition, c'est une nouvelle dépense publique qui va coûter 300 milliards au pays. C'est donner 500 à 1000 euros à tous les gens de plus de 18 ans. On a déjà 80 milliards de déficit budgétaire. Mais 300 milliards, c'est l'ensemble de toutes les recettes, de tous les impôts que vous payez. Et il dit, bon, hop, on recrée à nouveau 300 milliards, mais est-ce que cette classe politique, mais d'où elle vient, mais est-ce qu'elle a tant soit peu un minimum de culture économique? Donc de grâce, demain, on veut des gens qui ont une culture économique. C'est un impératif massif et urgent pour sauver la France. Est-ce qu'il y en a dans les 7 ou 8 qui se présentent à la primaire de droite, qui ont ce profil-là, puisque vous parlez du gouvernement, s'il y a un changement? Dans le gouvernement aujourd'hui? Non, est-ce que dans les primaires de droite, excusez-moi. Pour changer, écoutez, par rapport au gouvernement. moi, écoutez, je veux pas. Vous savez, moi, je les connais tous. Hein, c'est bien un ceux problème qui se d'ailleurs. présentent, Tout le monde connaît. Ils ont. D'ailleurs, si vous me posez la question, je vais déjà vous répondre à une question que vous m'avez pas posée, mais que vous allez me poser. C'est quelle est ma position sur les primaires? Bon, je vais vous répondre. Moi, je reste en dehors des primaires parce que j'ai participé à la demande des candidats à alimenter leur parti, le programme sur le plan économique. Donc ils ont joué le jeu, quasiment tous les candidats ont tenu compte des propositions de Génération Entreprise, qui est un groupe de 150 parlementaires, vous le savez, que j'ai fondé avec Olivier Dassault, dont beaucoup de la Commission des Finances. Et donc voilà, à partir du moment où on alimente ces gens, dont d'ailleurs des candidats de Génération Entreprise, ils sont candidats. Alors je ne peux pas, moi, aller dire celui-là est mieux que l'autre. Donc je dois rester, en termes d'éthique, en dehors des primaires. Par contre, celui qui sortira, je serai à 200% derrière lui. Je veux dire, j'ai pas d'état d'âme. Que les choses soient claires. Alors maintenant, les propositions, c'est bien sûr changement de culture, mettre une culture dirigeante de gens terrain, et non pas d'un télo, vous savez, qui sont hors sol. Ils sont dangereux, ces types-là. Hein. Mais la politique, c'est un métier quand même. Vous en êtes la preuve. Faudrait peut-être arrêter. Oui, mais enfin, attendez, moi, vous voyez, il y a combien de candidats qui sortent un programme avec 20 propositions économiques? Je sais, en fait, je me suis mal exprimée parce que vous avez quand même été aussi dans l'entreprise. Les gens, ils m'ont dit, écoutez, moi j'ai été investi à l'unanimité, c'est pas le cas de tous les candidats. Et pourquoi? Parce que dit Fourgou, c'est un des rares chefs d'entreprise qui vient du monde entreprise. Il n'y en a pas beaucoup, et en plus il anime un réseau. S'il y a bien un problème en France, c'est bien de remettre cette culture. C'est pour ça que j'ai eu mon investiture à l'unanimité. Bon, en plus je n'étais pas hyper demandeur, on se dit, bon voilà, et puis je suis en train d'y aller, vous inquiétez pas, et j'ai quelques idées. Et les réaliser. Je vous prends un exemple. Moi j'ai passé un amendement un jour, il a déplacé 82 milliards. C'est unique en France, dans l'histoire de France. Bon, vous voyez, en même temps, j'ai un réseau. Parce qu'il y a des députés qui y vont, mais bon, faire le beau, répondre à une interview, faire un amendement qui va compliquer un peu plus la vie des citoyens, d'ailleurs, avec des grandes déclarations moralisatrices, bien sûr, à chaque fois. Hein. Mais moi, voilà, c'est un amendement qui est allé protéger près d'1 million de salariés. L'ISF-PME, c'est les gros qui donnent de l'argent aux petits. Eh ben, c'est 1 milliard pour les petites boîtes tous les ans. Le crédit impôt recharge, bon, c'est Valérie Pécresse aussi, hein, mais c'est la meilleure mesure fiscale qui a sauvé les cerveaux qui ne sont pas partis de France, parce que ça a baissé le coût de nos chercheurs en France. Vous voyez, ça, c'est des mesures concrètes qui viennent du monde de l'entreprise.
Ça, je reconnais que Pécresse a quand même eu un rôle très important parce qu'elle était ministre de la Recherche à ce moment-là. Mais voilà, c'est des vraies mesures. Et ben, c'est cette culture-là qu'il faut. C'est pas pour vous parler de moi. Je vous dis, il y a plein de gens d'entre vous. Il faut les faire rentrer, il faut les écouter, il faut les mettre dans les cabinets. Demain, on veut dans les cabinets qu'il y ait 50% de gens qui viennent de l'entreprise, pas seulement de la fonction publique. Aujourd'hui, 100% dans les cabinets, quasiment bien la fonction publique. Il n'y en a pas un cabinet d'entreprise. Bon. Donc, il y a choc culturel. Deuxièmement, baisser, bien sûr, massivement les impôts. Il faut que vous soyez aux mêmes normes que l'Europe, au moins que l'Europe. Pas de la Chine, mais au moins que vous ayez, que les impôts sur les entreprises soient dans la moyenne européenne. Ça s'appelle la convergence fiscale européenne. Pour les entreprises, vous parlez des impôts. Pour les entreprises. Le reste, il faut bien trouver de l'argent public pour faire tourner la France. Mais cela dit, si vous relancez la croissance, vous savez, c'est le retour du capital en France. Donc d'arrêter de taper sur le capitalisme, parce que monsieur Hollande qui dit mon ennemi, vous savez, la gauche elle est comme ça, elle crée un ennemi. Elle imagine un ennemi pour vous, pour que vous votiez pour elle. Elle dit, voilà, je veux dire, la droite, c'est l'ennemi, elle vous le caricature bien, etc. Puis après, elle vous dit, bon, votez pour moi, je suis de gauche, parce que nous, on est le bien. Parce que comme on dénonce le mal, forcément, on est le bien, vous voyez. Mais quelque part, c'est une méthode... La droite fait pareil, monsieur Fourgos. Non. C'est une méthode qui vient... C'est le jeu, surtout à 6 mois des élections. C'est une méthode qui vient du marxisme, du trotskisme et de Staline, d'ailleurs. Bon, c'est de toujours caricaturer, plus que de proposer et de faire, c'est de surtout caricaturer votre adversaire. Souvenez-vous de Staline qui disait à tous ses adversaires, il les traitait de fascistes. On connaît. Ouais. Donc, faut être conscient que la France n'a pas... Le Parti socialiste français est un des seuls en Europe qui n'a pas rompu avec le communisme. Et c'est à cause de Mitterrand. D'ailleurs, pourquoi Rocard et Mitterrand ne pouvaient pas se supporter, c'est à cause de cela. Et donc, on ne s'est jamais coupé, et je pense que la prochaine majorité, la prochaine équipe socialiste, je pense, devra couper avec le Parti socialiste, et qu'on arrête avec ces jeux de propagande, ces jeux de stigmatisation, d'inventer le mal pour devenir le bien. La France mérite beaucoup mieux que cela. Il nous reste un peu de temps, donc baisse des impôts, ou en tout cas au même niveau. Et comment faut-il se comporter vis-à-vis de l'Europe? Parce que l'Europe aussi nous donne des cadres bien précis qu'il faut respecter, qui ne sont pas toujours faciles. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, en pleine mondialisation, l'Europe, bien sûr que l'Europe nous protège. Alors je sais que ça fait partie, le Front National aussi stigmatise, vous voyez, invente le mal. Alors le mal, c'est là en l'occurrence c'est l'Europe pour le Front National, un peu le MEDEF aussi, un peu voilà. D'ailleurs on voit plus la différence entre le programme de l'extrême gauche et celui du Front National aujourd'hui. Bon, voilà, c'est toujours inventer le mal et puis donc du coup celui qui devient le mal et le bien. Bon, non, l'Europe elle est intouchable. Vous pouvez pas. Enfin, c'est tous les plus grands mots. Ça veut dire on ne peut pas la changer, on ne peut pas la faire évoluer, on peut pas non, j'ai pas dit ça, non, il faut la changer, il faut améliorer, il faut la détechnocratiser, il faut alléger beaucoup de processus de décision. Est-ce qu'il y a trop de pays ? Il faut faire rentrer... Oui, alors ça, moi j'ai jamais été demandeur qu'on ait autant de pays. Maintenant, c'est vrai que ce phénomène d'élargissement, il faut le maîtriser. C'est des technocrates qui maîtrisent ça et je pense que c'est une erreur. Donc il faut peut-être le regrouper, le simplifier. Mais l'Europe, faut bien, vous êtes quand même la première puissance mondiale. Vous êtes devant les États-Unis en termes de PIB. Toucher à ça, et on le voit bien, même les Anglais, ils ont déjà fait quelques échos, quand maintenant ils vont en Chine négocier un accord, on leur dit, oui, mais vous n'êtes plus en Europe, vous ne pesez plus, ils s'en aperçoivent. Alors, de toute façon, l'histoire du Brexit, c'est un enseignement. Non, mais comment voulez-vous que les Anglais sortent? Est-ce qu'ils vont sortir? Bon, c'est pas prouvé, ils n'ont pas encore utilisé l'article 40, l'article, je ne sais plus comment c'est, le numéro, mais oui, ça peut revenir en arrière, effectivement. Parce qu'il y a leurs réserves, il y a leur base de sous-marins en Écosse, il y a leur base de pétrole. Comment voulez-vous que ces gens, tout le monde financier anglais est aujourd'hui dépourvu de défense, mais c'est une des plus grosses erreurs qu'ils auront fait. Ils vont casser peut-être leur pays en 2 ou en 3. Enfin, c'est pas évident. Et donc l'Europe montre, ils veulent rentrer en Europe aujourd'hui. Si demain vous avez une élection législative anticipée en Angleterre, je veux voir. Et vous verrez qu'ils resteront en Europe. Mais pour l'instant, moi je sais pas. On verra avec les événements. Mais l'Europe, oui, mais bien sûr à moderniser, à alléger, à simplifier massivement, pas à petite dose. Merci Jean-Michel Fourgos. C'est déjà fini, déjà la fin de cette hebdo politique. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Vous pouvez retrouver, vous qui nous écoutez, cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain.